Je suis professeure des écoles depuis 2018 à peu près, j'ai eu mon concours en 2018. Je viens du secteur puisque je suis née alors je suis pas née, ici, mais j'ai vécu, jusqu'à peu près mes 20 ans à Étretat. À l'école, donc ça se passe moyennement, j'ai redoublé 3 fois. J'ai redoublé ma troisième, ma seconde et ma terminale. Donc je connais les raisons maintenant. À l'époque, bah, voilà, on disait que j'étais un peu en difficulté et que j'étais un petit peu que c'était difficile pour moi. J'ai pas de mauvais souvenirs de l'école, j'ai pas de bons souvenirs de l'école, j'ai laissé passer en fait. C'est un moment qu'il fallait passer. Au collège, mon but c'était de quitter le collège le plus vite possible pour aller au lycée de quitter le lycée le plus vite possible pour aller à la fac. Et à la fac j'étais content. C'était ma seule motivation, hein. C'était pas travailler pour avoir des bonnes notes ou c'était mon objectif, c'est faut que je parte de là. Mais pas de mauvais souvenirs de l'école, ni de bons souvenirs. Il fallait passer par là. Bon, ben je suis passé par là. Je voulais faire comme métier journaliste à un moment donné. J'ai tenté le concours de Sciences Po Strasbourg, où j'ai été reçu. Et donc j'ai fait mes études à Strasbourg. Après mon diplôme de Sciences Po Strasbourg en poche, là, je savais pas quoi faire. Je voulais pas finalement, enfin j'aurais pu faire une école de journalisme, mais je sais pas pourquoi je voulais plus faire ça. Du coup je me suis inscrit à un master à l'EHESS, mais donc l'école des études en sciences sociales, mais c'était un master qui s'appelait Territoire Espace Société, donc un truc pluridisciplinaire qui parlait un peu de la ville et de l'urbain. Et puis j'ai quand même présenté un projet de recherche que j'ai un peu transformé pour présenter une allocation doctorale, pour pouvoir poursuivre en thèse. Allocation que j'ai pas eue. Alors là, à cette époque, j'avais présenté, c'était mon plan B, des dossiers pour entrer dans un master d'urbanisme. Mon directeur de thèse, enfin de mémoire à l'époque, qui devait me signer le papier, une petite lettre de recommandation ou je sais pas quoi, a oublié de le faire dans le délai imparti. Donc j'étais coincé et donc j'ai été obligé de m'inscrire en thèse puisque j'avais pas de plan B. Quand je suis sorti donc de l'IEP là, de Sciences Po Strasbourg, j'avais 22 ans. Et j'ai fini ma thèse, ça m'a pris 8 ans et quelques, presque 9 ans, en fin 2016. Donc quand j'ai fini ma thèse, j'avais 33 ans. Premier travail, enfin j'en ai eu plein puisque j'étais, quand même j'ai eu des petits contrats, saisonniers, mais le premier vrai travail, sortie de la fac, on va dire, ça avait rien à voir avec mes études puisque j'ai été, conseillère en insertion, professionnelle pour la mission locale. Après, c'est une question de personne. Moi, je m'investissais peut-être un peu trop, émotivement, et donc quand on a une trentaine, de jeunes à suivre et puis qu'on se rend compte petit à petit que sur les 30, bah, on n'en sort qu'1 ou 2, du lot qu'on peut vraiment aider, bah, à force, enfin moi ça m'a usée et c'est assez, c'est pas gratifiant comme, métier. Alors ça l'est parce que tous les jours on rencontre des jeunes, on essaie de les aider, on fait ce qu'on peut, mais c'est usant, quoi. Enfin, moi ça m'a un petit peu usée. Alors, au niveau de la formation, quand on passe le concours de chef d'établissement, on est en formation pendant 2 ans, avec une formation qui est très solide. Bon, après, il y a de tout, hein, mais ça c'est en fonction aussi de ses compétences, de ses acquis, de ses connaissances. Donc forcément, on ne se retrouve pas forcément dans tout, parce qu'on est tous issus d'un parcours qui est différent, mais il y a quand même une formation qui est très solide. Donc ça, au niveau du management et du fonctionnement en général, on a 2 ans de formation, en plus du temps de travail. On exerce comme chef d'établissement, et en plus, on est en formation. Donc il y a une formation très solide avec, entre autres, une formation à l'Institut des hautes études de l'éducation, pendant 2 ans. Ça, c'est une première chose. Mais pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a les choses qui s'apprennent et il y a les valeurs. C'est-à-dire qu'on a beau apprendre un cadre supérieur qu'il faut respecter les gens, qu'il faut manager de telle manière et telle manière, si on n'aime pas les gens, ça fait un peu bisounours, mais si on n'aime pas les gens, si sincèrement on ne respecte pas les gens, et si sincèrement on n'a pas de respect, de considération pour l'ensemble des gens, et qu'on n'est pas avec un minimum d'empathie,
Ça ne peut pas fonctionner. Il y a des choses qui s'apprennent et des choses qui ne s'apprennent pas. Et je pense que la difficulté dans le métier, elle est là. Pour qu'un établissement fonctionne, pour que les élèves réussissent, il faut que les élèves soient heureux. Pour que les élèves soient heureux, il faut que ça se passe bien avec les enseignants. Pour que les enseignants travaillent bien, il faut qu'ils soient heureux. Alors, ça fait un peu bisounours, mais je pense que c'est fondamental. Je pense que la première chose que j'ai mise en place et que je continue de mettre en place, c'est la qualité du climat scolaire et du climat social. C'est-à-dire que les gens se sentent respectés, qu'on soit plutôt dans une logique de facilitateur, c'est-à-dire que certes, on pose on pose le cadre, mais on est, pour moi, plutôt facilitateur et en appui sur les équipes pour pouvoir avancer. L'État ne remplace qu'un poste de fonctionnaire sur 2 dans les départs à la retraite. Ça a eu des effets dramatiques dans certaines institutions comme les hôpitaux et tout, mais ça touche aussi les universités. Et donc nous, on se retrouve chaque année, dès qu'il y a un prof qui part à la retraite, à devoir se battre pour remplacer son poste. Même ça n'est pas acté. Donc on se retrouve à faire des heures supplémentaires de cours. On résiste pour pas trop en donner, puisque si on fait que des heures complémentaires, alors on est payé. Nos heures complémentaires sont payées. C'est pas toujours le cas à l'hôpital, c'est pas le cas dans la police non plus. Donc au moins nos heures complémentaires sont payées. Donc là-dessus encore une fois, on est privilégié. Si on a fait une thèse, si on a des conditions de recrutement aussi difficiles, c'est aussi qu'on est censé se consacrer 50% à l'enseignement, 50% à la recherche. Et surtout, on doit, ça c'est l'aspect dont les gens parlent très peu, mais je m'attendais à ça. Et en fait j'ai dû avoir à le faire, on doit recruter des précaires. On passe notre temps à évaluer des dossiers. Alors soit on évalue des dossiers de carrière de collègues, ça c'est encore autre chose, pour distribuer des promotions, des trucs comme ça, bon d'accord. Et ça, il y a des nouvelles réformes qui font cette tâche d'évaluation, donc en plus de mise en concurrence des uns avec les autres, c'est accru. Mais surtout, on doit faire des annonces, des offres d'emploi, qu'on diffuse, bien sûr pas sur Pôle emploi, mais sur des listes de diffusion électronique, donc des mailing lists, et donc on diffuse les offres d'emploi de chargés d'enseignement, chargés de TD, vacataires. Donc c'est des vacations, donc payées à l'heure de cours, qui sont mensualisés maintenant, mais qui restent des contrats très précaires. Il faut avoir un boulot à côté pour pouvoir les faire. Soit il faut avoir le statut d'étudiant en 3e cycle ou doctorant, soit il faut être intervenant professionnel. Mais le problème, c'est que ce système a été détourné et que donc aujourd'hui, je ne sais plus si je disais ça avant, 50% des personnels de l'enseignement supérieur enseignants sont des vacataires et ils assurent 35% à peu près, au dernier chiffre que j'avais vu, des heures de cours. Et donc il faut les trouver, ces gens-là. Le fait que des gens soient profs ou directeurs de recherche, avec des responsabilités administratives importantes, mais des conditions de travail, et une reconnaissance que beaucoup de gens leur envient, tout ça repose sur le travail de la base. Et le jour où on ne trouvera plus de vacataires pour assurer les enseignements à l'université, ce qui est de plus en plus difficile à trouver, même les ATER maintenant, le nombre de dossiers envoyés chaque année diminue. Le jour où il n'y aura plus de doctorants pour faire des thèses, en se disant de toute façon, vu les rares opportunités de trouver des postes de titulaires, j'ai pas intérêt à m'investir là-dedans, il n'y aura plus personne pour donner les cours qui permettent de faire vivre des disciplines et qui permettent à certains d'accumuler le prestige et les situations de pouvoir au sommet de la hiérarchie de ces disciplines. Mon parcours personnel fait que ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur les soi-disant difficultés. Et plus je vais dans mon métier de professeur, plus je me dis qu'il y a un grand travail à faire sur l'éducation des élèves en tant que professeur. Pour moi, alors l'éducation nationale va dans ce sens-là, mais pour moi, on ne peut pas, on peut plus travailler de la même manière avec toute une classe, tout un panel d'enfants. Ils sont tous différents. Quand j'ai travaillé à Socance, dans ma classe, alors on est en REP, donc forcément on est en classe dédoublée. Donc j'avais des CE1, j'avais donc en moyenne 13 élèves. Dans ces 13 élèves, là par exemple l'année dernière j'avais un autiste, j'avais 2, 3, 10, j'ai des hyperactifs. Avec ces élèves-là, on ne peut plus travailler de la même manière, on ne peut plus vouloir apprendre une chose de la même manière pour tous ces enfants-là. C'est pas possible parce qu'ils sont pas capables de comprendre
de la même manière. Je me répète, mais voilà. Et quand je dis moi, forcément, tous mes collègues, c'est pareil. Hein. Ils ont tous eu un autiste, des 10, des hyperactifs dans leur classe, et quels que soient les niveaux. Hein. Ça, on part de maternelle jusqu'à CM2. La relation avec les partenaires extérieurs sont bonnes, hein, sont correctes. On n'est plus dans l'ancien système de l'éducation nationale qui était cloisonné dans son coin. On est amené à travailler autant avec le département que les municipalités, que les associations, que la police. Donc là, à ce niveau-là, on travaille tous en bonne intelligence et en coopération, hein, parce que souvent on a des projets communs, des informations qu'il faut échanger. Après, avec les parents d'élèves, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Après, on est quand même dans une dégradation quand même du climat, mais qui n'est pas due à l'école spécifiquement. C'est-à-dire qu'on est dans une dégradation du climat général au niveau de la société. Et forcément, l'école n'est pas étanche. Alors après, moi j'ai toujours un principe, quelle que soit la personne, que ce soit un parent qui est en colère, ou un enseignant, un personnel ou autre, c'est avant tout, comment dire, d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Alors ça ne veut pas dire justifier, hein, et pas se faire marcher sur les pieds non plus, c'est pas la question. Mais pour avoir travaillé en éducation prioritaire, on peut avoir un parent qui arrive en colère, qui n'en peut plus. Puis en fait, si vous creusez bien, vous vous rendez compte que ce parent-là, il vient de se rendre compte que son allocation chômage, il ne l'aura pas, que le même jour, la banque vient de le mettre en interdiction bancaire, hein. Et puis le même jour, vous l'avez appelé parce que son enfant a encore fait des bêtises en classe, et puis il n'en peut plus parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis il se saigne pour son gamin, puis ça va toujours pas, puis ça va pas, et des fois vous pouvez vous retrouver être la personne, l'institution, parce que pour les parents vous êtes une institution, on va dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et qui fait que ça explose. Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins, ou bien vendeuses par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surgés. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, mon cher Denis, c'est très gentil, mais là, faites juste le refrain avec moi, parce que voyez-vous, vous avez mal travaillé. Excusez-le, c'est un petit jeune, il s'est mis au piano. C'est normal, il y a du travail à faire. Alors, bien biaiser une robe, ma foi, il y en a pas de comme moi. Je suis biaiseuse de chez Paquin, je biaise du soir au matin. L'éveiller c'est tout mon bonheur, je suis pas pour la journée de 8 heures, et le travail de nuit me fait pas peur. Vous avez